servant un millionnaire pendant un vol, l'hôtesse de l'air s'est figée en voyant sa photo d'enfance sur le téléphone du millionnaire. Ce qu'elle a dit l'a laissée sans voix. Le soleil de juin caressait doucement les pétales immaculés des roses blanches de Neuilly-sur-Seine. François Delacroix, 42 ans à peine, contemplait sa fille depuis la terrasse de marbre italien qui surplombait leur jardin privé. Élodie, 5 ans cette année, courait entre les massifs fleuris, sa robe rose pâle virevoltant comme un papillon insouciant. « Papa, regarde !» criait-elle en français, sa petite voix cristalline résonnant dans l'air parfumé. Les roses sentent comme maman. Le cœur de François se serra. 3 ans déjà que Claire n'était plus là. 3 années interminables depuis que sa femme avait fermé les yeux pour la dernière fois, serrant leur nouveau-né contre son cœur défaillant. L'accouchement avait été difficile. Trop difficile. Les médecins avaient parlé de complications, d'hémorragie, de choix impossibles à faire. Mais François n'avait jamais eu le choix. En réalité, sauver sa fille avait été instinctif, même si cela signifiait perdre l'amour de sa vie. « Oui, ma petite étoile », murmura-t-il en descendant les marches pour la rejoindre. Maman adorait ces roses. Elle disait qu'elles étaient pures comme ton cœur. Élodie leva vers lui ses grands yeux verts, si semblables à ceux de Claire qu'il en avait parfois le souffle coupé. Cette ressemblance était à la fois sa plus grande joie et sa plus profonde torture. Chaque sourire d'Élodie lui rappelait ce qu'il avait perdu, mais aussi ce miracle qu'il avait gagné. « Tu me chantes la chanson de maman ?» demanda-t-elle en grimpant sur ses genoux. Là, au milieu des roses, François ferma les yeux un instant. Cette berceuse que Claire fredonnait pendant sa grossesse, cette mélodie douce qu'elle avait inventée pour leur enfant à naître, il se mit à chanter, sa voix grave vibrant d'émotion. « Dors, mon petit ange, dans les bras de l'amour, les roses blanches veillent jusqu'au petit jour. Papa est là, maman aussi dans ton cœur, rien ne pourra jamais ternir notre bonheur. » Élodie s'endormit contre son torse, ses boucles blondes chatouillant le menton de son père. François resta immobile, respirant le parfum mêlé des roses et des cheveux de sa fille. Ces moments étaient tout ce qui comptait désormais. Son empire financier, ses affaires internationales, ses millions, tout cela n'existait que pour elle, pour lui offrir ce cocon de sécurité et d'amour dont elle avait besoin. Mais les pressions s'intensifiaient. Chaque réunion du conseil d'administration se transformait en interrogatoire déguisé. « Monsieur Delacroix, il serait peut-être temps de penser à refonder une famille », suggérait invariablement Monsieur Bertrand. Son associé principal, les investisseurs s'inquiètent de voir un homme seul à la tête de nos entreprises. Cela donne une image instable, le mot le révoltait, comme si l'amour qu'il portait à sa fille pouvait être perçu comme une faiblesse, comme si élever seul Élodie faisait de lui un dirigeant moins compétent. François, la voix féminine le fit sursauter. Juliette Caron se tenait à l'entrée du jardin, élégante dans son tailleur Chanel beige. Ils s'étaient rencontrés il y a 6 mois lors d'un gala de charité. Belle, raffinée, issue d'une famille respectable de Versailles, elle s'était montrée compréhensive face à son veuvage, patiente avec Élodie. « Ah, Juliette, je ne t'avais pas entendue arriver. » Elle s'approcha avec grâce, ses talons claquant discrètement sur les dalles de pierre. « Ta gouvernante m'a fait entrer. J'espère que je ne dérange pas. »« Jamais, » répondit-il en caressant doucement les cheveux d'Élodie endormie. « Tu sais bien que ta présence nous fait toujours plaisir. » Juliette sourit, mais François ne remarqua pas la brève crispation qui traversa son visage quand elle regarda l'enfant. Cette intimité entre le père et la fille, cette complicité exclusive la mettait mal à l'aise, même si elle se gardait bien de le montrer. « Elle est adorable quand elle dort », dit-elle en s'asseyant sur le banc adjacent. « Tu lui chantais cette berceuse, une chanson que Claire avait composée pour elle. » François ne vit pas non plus le léger pincement des lèvres de Juliette à la mention de sa défunte épouse. « C'est touchant. » Elle marqua une pause calculée. « Tu sais, François, j'ai réfléchi à notre conversation de la semaine dernière, à propos de l'avenir, de ce qui serait le mieux pour Élodie. » François tourna son attention vers elle. Juliette avait cette façon particulière d'aborder les sujets délicats, avec une diplomatie qui masquait une détermination de fer. Elle lui avait déjà fait comprendre qu'elle était prête à s'engager sérieusement. À devenir la mère qu'Élodie n'avait jamais vraiment eue, une petite fille a besoin d'une figure maternelle, continua-t-elle en lisant dans ses pensées. Et toi, tu mérites d'être heureux à nouveau. Claire n'aurait pas voulu que tu restes seule toute ta vie.
C'était exactement ce que François avait besoin d'entendre. Pas les arguments commerciaux de ses associés, pas les calculs froids sur l'image de son entreprise, mais cette vérité simple. Claire aurait voulu son bonheur. Elle aurait voulu qu'Élodie grandisse dans une famille complète. « Tu as raison », murmura-t-il. Claire détestait me voir triste. Elle me disait toujours de croquer la vie à pleines dents. Juliette posa une main délicate sur son bras libre. « Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux tous les trois ?» Le soir tombait doucement sur Neuilly-sur-Seine. Les roses blanches semblaient phosphorescentes dans la lumière déclinante, et Élodie dormait toujours, confiante et sereine dans les bras de son père. François regarda longuement cette femme qui lui offrait une seconde chance. Cette opportunité de reconstruire ce que la mort avait brisé. « D'accord, » dit-il finalement. « Marions-nous pour Élodie, pour nous. » Juliette sourit, et cette fois son expression parut sincère. Elle se pencha pour déposer un baiser tendre sur son front, puis caressa délicatement la joue d'Élodie endormie. « Tu verras. »« Ma chérie » chuchota-t-elle à l'enfant qui ne pouvait l'entendre. « Maman Juliette va prendre soin de toi, pour toujours. » Mais dans l'obscurité grandissante, François ne put voir l'étrange lueur qui brillait au fond des yeux de sa future épouse. Cette intensité dérangeante qui n'avait rien à voir avec l'amour maternel, cette possessivité qui couvait déjà, prête à tout dévorer sur son passage, les roses blanches continuaient d'exhaler leur parfum dans la nuit naissante, ignorant qu'elles venaient de témoigner du début de la fin de leur petit paradis. 6 mois après le mariage, la demeure de la Croix avait pris un éclat nouveau. Juliette avait su apporter cette touche féminine qui manquait depuis la mort de Claire, redécorant avec goût les salons, organisant des dîners mondains qui renforçaient la position sociale de François. Aux yeux du monde parisien, ils formèrent le couple parfait, lui, le veuf qui avait retrouvé l'amour, elle, la belle-mère dévouée qui chérissait sa petite Élodie, mais derrière les apparences soigneusement orchestrées, quelque chose de sombre grandissait dans l'âme de Juliette. « Élodie, ma chérie, viens voir maman Juliette », appelait-elle depuis le petit salon, sa voix mélodieuse résonnant dans la maison. La fillette de 6 ans accourut, ses nattes blondes dansant sur ses épaules. Elle adorait encore ces moments où sa nouvelle maman l'appelait, même si quelque chose d'indéfinissable la mettait parfois mal à l'aise. « Oui, maman Juliette. Regarde ce que j'ai trouvé en rangeant. » Juliette tenait entre ses mains une photo encadrée de Claire, celle qui trônait autrefois sur la commode de la chambre principale. « Tu ne crois pas qu'il serait temps de ranger ça? Papa a une nouvelle vie maintenant. » Élodie fronça ses petits sourcils. « Mais c'est maman, ma vraie maman. » Le visage de Juliette se durcit imperceptiblement. « Ta vraie maman. C'est moi, désormais. Ma puce, cette dame sur la photo, elle n'est plus là. Il ne faut pas s'accrocher au passé. Mais papa dit que maman me regarde depuis le ciel et qu'elle m'aime encore. Papa dit beaucoup de choses. » Juliette posa la photo face contre la table. Les adultes disent parfois des histoires pour consoler les enfants, tu comprends? Élodie hocha la tête, troublée. Elle ne comprenait pas vraiment, mais elle sentait qu'il valait mieux ne pas insister. Maman Juliette avait parfois cette façon de parler qui lui donnait envie de se faire toute petite. Plus tard dans l'après-midi, François rentra de son bureau, comme toujours impatient de retrouver sa fille. « Où est ma petite étoile ?» cria-t-il joyeusement en franchissant le seuil. « Papa !» Élodie se précipita dans ses bras, et ce simple geste suffit à réveiller la jalousie sourde qui rongeait Juliette. Cachée derrière la porte du salon, elle les observait. Cette communion instantanée entre le père et la fille, cette joie pure qui illuminait le visage de François dès qu'il posait les yeux sur Élodie, c'était exactement ce qu'elle n'arrivait pas à obtenir de son mari. « Tu m'as manqué, ma puce. » François faisait tournoyer Élodie dans ses bras. « Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? »« J'ai dessiné. Maman Juliette m'a dit que maman Claire n'était qu'une histoire. Mais moi, je sais qu'elle m'aime depuis le ciel. » François s'immobilisa. « Comment ça? Une histoire ?» Juliette choisit ce moment pour faire son apparition, affichant son sourire le plus innocent. « Oh, bonjour chérie. Élodie a mal compris, je pense. Nous rangions quelques affaires. Et j'essayais simplement de lui expliquer qu'il ne fallait pas vivre dans le passé. » Juliette, la voix de François était tendue. « Les photos de Claire font partie de la vie d'Élodie. Elle a le droit de connaître sa mère biologique. » Bien sûr, bien sûr. Juliette agita la main avec désinvolture. « Je voulais juste dire qu'il ne fallait pas que ça devienne une obsession. Pour son équilibre psychologique, tu comprends ?» François la regarda longuement, puis se tourna vers sa fille. « Écoute-moi bien, ma petite étoile. Maman Claire t'aimait énormément, et cet amour ne disparaîtra jamais.
Maman Juliette t'aime aussi, à sa façon. Tu as le droit d'aimer les deux, d'accord. Élodie hocha la tête, rassurée. Mais Juliette, elle, serra les poings discrètement, à sa façon, comme si son amour était de seconde zone, comme si elle ne serait jamais qu'un pis-aller. Les semaines qui suivirent, Juliette développa une stratégie plus subtile. Elle ne s'attaquait plus directement à la mémoire de Claire, mais sabotait insidieusement les moments entre François et Élodie. « Papa, tu me lis une histoire ?» demandait Élodie le soir. « Avec plaisir. »« François, excuse-moi » interrompait invariablement Juliette. « Monsieur Bertrand au téléphone. Il dit que c'est urgent pour le contrat de Singapour. » Et François, consciencieux homme d'affaires, s'excusait auprès de sa fille avec une promesse de « tout à l'heure ». Ma puce, qui se transformait souvent en « demain », promis, quand père et fille se retrouvaient enfin seuls dans le jardin des roses, Juliette trouvait toujours un prétexte. « Élodie, ma chérie, il faut que tu prennes ton bain. » Ou « François, ta mère a appelé, elle veut absolument te parler. » Peu à peu, les moments d'intimité se raréfiaient. François, submergé par les responsabilités que Juliette lui créait subtilement, commençait à avoir moins de temps pour sa fille. Et Élodie, frustrée, devenait effectivement plus capricieuse, plus exigeante, donnant raison aux observations bienveillantes de sa belle-mère. « Tu as remarqué comme elle devient difficile », glissait Juliette lors des dîners. « Je me demande si ce n'est pas normal. À son âge, les enfants uniques sont parfois, comment dire, gâtés. » « Élodie n'est pas gâtée », protestait François, mais le doute s'insinuait malgré lui. « Bien sûr que non, chérie. Je dis juste qu'elle a peut-être besoin de plus de cadre, de limites claires. Tu es tellement tendre avec elle. C'est adorable, mais parfois, il faut savoir dire non. » Et quand Élodie faisait une colère, souvent provoquée par une frustration que Juliette avait savamment orchestrée, cette dernière était là pour consoler François. « Tu vois, elle a besoin d'autorité. Heureusement que je suis là pour t'aider. » Le poison distillé au quotidien commençait à faire effet. François, épuisé par des journées professionnelles que Juliette rendait artificiellement plus complexes, rentrait à la maison déjà fatigué. Il trouvait sa femme souriante, compréhensive, et sa fille parfois boudeuse ou exigeante. Un soir, alors qu'Élodie réclamait sa berceuse traditionnelle, François soupira. « Pas ce soir, ma puce. Papa est très fatigué. Mais tu avais promis. » Élodie, ça suffit. La voix de François claqua, surprenant même son propriétaire. La fillette fondit en larmes et courut se réfugier dans sa chambre. Juliette posa une main compatissante sur l'épaule de son mari. « Ne culpabilise pas, chérie. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. C'est pour son bien. » Mais dans sa chambre, Élodie pleurait en serrant contre elle la photo de sa vraie maman, celle que maman Juliette avait oubliée de remettre à sa place. Elle ne comprenait pas pourquoi papa était devenu si distant, pourquoi leurs moments magiques dans le jardin des roses se faisaient si rares. Juliette, elle, souriait dans l'obscurité de sa chambre conjugale. Son plan fonctionnait à merveille. Encore quelques mois, et François serait entièrement sous son contrôle. Encore un peu de patience, et cette petite peste d'Élodie ne serait plus qu'un détail ennuyeux dans leur vie parfaite. Car Juliette Caron avait un objectif simple, être la seule femme dans le cœur de François Delacroix, et elle était prête à tout pour y parvenir, absolument tout. Le samedi 15 juin 1997 s'annonçait parfait, un de ces matins parisiens où le soleil caresse les façades haussmanniennes et où l'air embaume le jasmin. François avait décidé de consacrer cette journée entière à sa famille, une sortie au jardin du Luxembourg, comme au bon vieux temps. « Papa, on va voir les bateaux. » Élodie sautillait dans l'entrée, adorable dans sa robe rose à smock, celle que Claire avait achetée juste avant de mourir. « Bien sûr, ma petite étoile. » François ajustait sa veste, déjà impatient de voir briller les yeux de sa fille devant le bassin octogonal. Et peut-être qu'on ira dire bonjour au poney aussi. Juliette descendait l'escalier, impeccable dans son ensemble Hermès blanc cassé. Elle avait mis plus d'1 heure à se préparer, comme toujours quand ils sortaient ensemble. L'image était cruciale pour Madame Delacroix. « Vous êtes magnifiques, mes amours », dit François, en embrassant sa femme sur la joue. Mais dans les yeux de Juliette, une ombre passagère troubla l'éclat de son sourire. Ces démonstrations d'affection familiale la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Cette complicité naturelle entre le père et la fille, qu'elle n'arrivait décidément pas à briser complètement. Dans la Mercedes noire qui filait vers le vie arrondissement,
Élodie babillait joyeusement à l'arrière, commentant tout ce qu'elle voyait. François lui répondait avec cette patience infinie qui caractérisait leur relation, transformant chaque détail en petites leçons amusantes. « Et ça, papa, c'est quoi ? Ça, ma puce, c'est l'Assemblée nationale. C'est là que les députés discutent des lois de notre pays. Comme des règles pour tout le monde. Exactement, tu es très intelligente. » Juliette serrait son sac Chanel entre ses doigts gantés. Cette intelligence d'Élodie, cette vivacité d'esprit qui rappelait tant Claire, tout chez cet enfant la ramenait sans cesse à sa condition de seconde épouse, d'intruse dans un bonheur qu'elle n'avait pas contribué à créer. Le jardin du Luxembourg grouillait de familles en cette belle matinée. Élodie courut immédiatement vers le bassin, fascinée par les voiliers miniatures que poussaient les enfants avec leurs baguettes. François la suivit, riant de ses exclamations ravies. « Regarde, papa, le rouge va gagner. Tu crois, moi je parie sur le bleu. » Juliette resta en retrait, observant cette scène avec un mélange de frustration et de calcul froid. Hier soir, elle avait pris une décision terrible mais nécessaire pour sauver son mariage et sa position sociale. Les contacts qu'elle avait établis 3 semaines plus tôt n'étaient pas des fréquentations recommandables. Victor Petrov et son associé Marcel Dubois gravitaient dans les cercles louches de Belleville, spécialisés dans les services discrets pour une clientèle fortunée qui avait parfois besoin de faire disparaître des problèmes embarrassants, Madame Delacroix avait dit Victor lors de leur rendez-vous clandestin dans un café de Ménilmontant. « Ce que vous demandez est particulier, vous êtes sûre ?»« Certaine. » Juliette avait posé l'enveloppe contenant 100 000 francs sur la table. « Emmenez-la loin. Très loin, au Canada si possible, mais ne lui faites aucun mal, je veux qu'elle vive, en sachant qu'elle a été abandonnée. » La cruauté de cette condition avait même fait sourciller le criminel endurci. Mais l'argent parlait plus fort que la morale dans son monde. Elle sera trouvée dans un parc de Montréal. Pas de traces, pas de liens avec vous. Dans quelques années, si elle survit au traumatisme, elle deviendra citoyenne canadienne, une orpheline parmi tant d'autres. Parfait. Maintenant, alors qu'elle regardait François pousser doucement Élodie sur la balançoire, Juliette sentait ses derniers scrupules s'évaporer. Cet enfant était un obstacle à son bonheur. Point final. « Chérie, tu ne viens pas nous rejoindre. » François lui faisait signe depuis l'air de jeu. « J'arrive. » Juliette consulta discrètement sa montre. 14 heures, Victor et Marcel devaient déjà être en position, quelque part dans les allées du jardin. Elle s'approcha du manège, son cœur battant malgré elle. Élodie était montée sur un cheval de bois doré et riait aux éclats à chaque tour. François la photographiait avec son nouvel appareil numérique, immortalisant sans le savoir les derniers moments de bonheur de sa fille. « François, » dit Juliette en posant une main sur son bras, « j'ai un terrible mal de tête. Tu crois qu'on pourrait s'asseoir un moment ? » « Bien sûr, ma chérie. » François était immédiatement attentionné. « Tu veux qu'on rentre ? » ?»« Non, non. » Élodie s'amuse tellement. Juste quelques minutes sur un banc. Ils trouvèrent un banc ombragé près de l'orangerie. François installa Juliette confortablement, puis se tourna vers sa fille qui terminait son tour de manège. « Élodie, viens voir maman Juliette. » La fillette accourut, les joues rosies par l'excitation. « C'était génial, je peux refaire un tour. » « Dans un moment, ma puce, maman Juliette ne se sent pas très bien. » Élodie s'approcha avec cette sollicitude naturelle des enfants. « Tu as mal au ventre, maman Juliette. »« À la tête, ma chérie. » Juliette caressa les cheveux de l'enfant, surprise elle-même par la douceur involontaire de son geste. « Ça va passer ?» François s'assit entre elles deux, passant un bras protecteur autour des épaules de sa femme. « Tu travailles trop pour organiser le gala de bienfaisance. Je t'avais dit de déléguer davantage. »« Tu as raison. » Juliette regardait discrètement autour d'elle. Où étaient Victor et Marcel ? L'attente devenait insupportable. « Papa, je peux aller voir les statues ?» Élodie pointait du doigt l'allée principale où trônaient les effigies des reines de France. « Pas trop loin, ma petite étoile. » François la regarda s'éloigner en sautillant. « Reste où je peux te voir. » C'était le moment. Juliette aperçut enfin Victor, déguisé en jardinier, qui ratissait méthodiquement les feuilles près des statues. Marcel, lui, faisait semblant de lire son journal sur un banc adjacent. « François ?» Juliette porta une main à son front. « Je crois que je vais vraiment être malade. Est-ce qu'on pourrait rentrer rapidement ?» François était déjà debout.
Bien sûr, Élodie, on rentre, ma puce. Mais la fillette était en grande conversation avec Victor, qui lui montrait apparemment quelque chose d'intéressant dans ses outils de jardinage. François commença à marcher vers eux, mais Juliette le retint. « Attends, j'ai un vertige. Tu es sûre que ça va? Tu es toute pâle. » Juliette ferma les yeux, feignant un malaise. Quand elle les rouvrit quelques secondes plus tard, Victor et Élodie avaient disparu. Où est Élodie? François balayait l'allée du regard, soudain inquiet. Elle était là, juste là. Juliette affichait une inquiétude parfaitement jouée. Élodie, Élodie. François se mit à courir entre les statues, appelant sa fille de plus en plus fort. D'autres promeneurs commencèrent à l'aider, alertés par son angoisse palpable. Élodie. Le cri de François déchira l'air paisible du jardin. Les minutes s'étiraient, interminables. Les gardiens du parc furent alertés, puis la police, en quelques heures. Le Luxembourg fut passé au peigne fin. Aucune trace d'Élodie Delacroix. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. François était hors de lui, secoué de sanglots. Elle était juste là, juste là. Juliette le serrait dans ses bras, incarnation parfaite de la belle-mère éplorée. « On va la retrouver, mon chéri. Je te promets qu'on va la retrouver. » Mais dans son étreinte réconfortante, un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Élodie était déjà dans un avion pour Montréal. Endormie par un sédatif léger, dans quelques heures, elle se réveillerait dans un parc enneigé du Canada, sans aucun souvenir de sa vraie identité. Le plan parfait venait de s'exécuter sans accroc. Le froid mordant de Montréal réveilla brutalement Élodie. Ses petites mains engourdies cherchaient instinctivement la chaleur, mais ne trouvaient que la neige durcie du parc La Fontaine. Autour d'elle, les érables dénudés dessinaient des ombres inquiétantes dans la lumière blafarde de ce matin de juin. Oui, juin, mais au Canada, les dernières traces de l'hiver s'attardaient encore. « Maman, papa », sa voix fluette se perdit dans l'immensité blanche. Un jogger matinal la découvrit 2 heures plus tard, recroquevillée contre un banc, claquant des dents dans sa petite robe rose complètement inadaptée au climat québécois. L'homme appela immédiatement les secours. « Comment tu t'appelles, ma petite ?» demanda gentiment l'ambulancier en l'enveloppant dans une couverture de survie. « Élodie », murmura-t-elle. Mais quand il lui demanda son nom de famille, seul un silence troublé lui répondit. Le traumatisme avait fait son œuvre. Les souvenirs précis s'estompaient déjà, ne laissant que des fragments confus et des sensations floues. À l'hôpital Sainte-Justine, les médecins constatèrent qu'elle parlait français, mais avec un accent qu'ils n'arrivaient pas à identifier précisément. Français de France, certainement. Mais ces mots étaient entrecoupés de blancs inquiétants, comme si certaines parties de sa mémoire avaient été soigneusement effacées. Elle souffre d'amnésie post-traumatique, expliqua le docteur Martineau aux services sociaux. Fréquent chez les enfants victimes d'enlèvement ou d'abandon. Il faut espérer que la mémoire reviendra progressivement. Mais les jours passèrent sans que personne ne la réclame. Les autorités canadiennes contactèrent Interpol, diffusèrent sa photo dans les médias européens. En France, François mobilisa toutes ses relations, offrit des récompenses astronomiques, mais Élodie Delacroix semblait avoir disparu de la surface de la Terre. 3 mois plus tard, l'enfant fut transféré à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Lyon. Les autorités françaises avaient fini par accepter son rapatriement, supposant qu'elle était d'origine française. Élodie ne protesta pas. Elle n'avait plus de souvenirs suffisamment précis pour contester cette décision. « Bienvenue à la maison, ma petite », lui dit sœur Marguerite en lui montrant le dortoir aux murs blancs et froids. « Tu vas voir, ici, on s'occupe bien de vous. » Mais Élodie n'était plus la fillette insouciante qui courait dans les jardins de roses blanches. L'enfant qui s'installa dans le lit numéro 23 portait dans ses yeux verts une tristesse infiniment plus profonde que son âge. La nuit, elle se réveillait en sursaut, poursuivie par des rêves confus où flottaient des parfums de roses et des bribes de mélodie qu'elle n'arrivait pas à reconstituer complètement. « Dors, mon petit ange », dans les bras d'eux. Elle ne se souvenait jamais de la suite. Cette berceuse tronquée la hantait, réveil après réveil, laissant dans son cœur d'enfant un vide béant qu'elle ne savait comment nommer. Pendant ce temps, à Neuilly-sur-Seine, François sombrait dans une détresse sans fond. Sa demeure, jadis remplie des rires cristallins d'Élodie, résonnait désormais d'un silence de mort. Il avait transformé le bureau de Claire en centre d'opération pour les recherches, tapissant les murs de cartes, de photos, de numéros d'enquêteurs privés, Monsieur Delacroix,
lui répétait inlassablement le commissaire Dubois. Nous avons épuisé toutes les pistes. Après 6 mois d'enquête, il faut peut-être envisager... Envisager quoi? François explosait à chaque fois. Que ma fille soit morte. Jamais. Elle est quelque part. Elle m'attend. Et je la retrouverai. Juliette jouait à la perfection son rôle de belle-mère éplorée. Elle consolait François quand il s'effondrait, organisait des battues de bénévoles le week-end, contactait les médias pour maintenir l'affaire sous les projecteurs, aux yeux de tous. Elle était l'épouse idéale, soutenant son mari dans cette épreuve terrible. « Il ne faut pas perdre espoir », murmurait-elle en le berçant après ses crises de larmes nocturnes. « Élodie nous reviendra, j'en suis certaine. » Mais dans l'intimité de sa chambre, quand François travaillait tard dans son bureau en quête, Juliette souriait en se remémorant les derniers rapports de Victor. L'enfant avait bien été trouvé à Montréal. Comme prévu, elle était maintenant quelque part en France, dans un orphelinat, sous une nouvelle identité, intraçable, parfait. Les mois devinrent années, à l'orphelinat de Lyon. Élodie grandissait avec cette mélancolie particulière aux enfants abandonnés. Elle excellait à l'école, comme si l'étude était sa façon à elle de combler le vide de ses origines perdues. Les sœurs la trouvaient attachante mais mystérieuse, toujours un peu à l'écart des autres pensionnaires. « Tu ne veux pas jouer avec les autres, Élodie ?» lui demandait souvent sœur Marguerite. « J'aime mieux lire. » La fillette de 10 ans levait ses grands yeux verts de son livre. Dans les histoires, les familles se retrouvent toujours à la fin. Tu sais, ma petite, parfois les vraies familles se construisent autrement que par le sang. Ici, nous sommes ta famille. Mais Élodie secouait doucement la tête. Quelque part au fond d'elle persistait la certitude qu'elle avait été aimée, intensément aimée, ces fragments de berceuse, ce parfum de rose qui la réveillait parfois, cette sensation de bras protecteur. Tout cela ne pouvait pas être inventé par son imagination. À 15 ans, elle commença à rêver d'avion, pas de devenir pilote. Non, quelque chose de plus subtil. Elle voulait voler, traverser les océans, comme si son destin l'appelait ailleurs. Les sœurs encouragèrent cette vocation naissante, voyant dans cette ambition un moyen pour l'adolescente de construire son avenir. Hôtesse de l'air, c'est un beau métier, approuva sœur Marguerite. Tu pourras voyager, rencontrer des gens, qui sait, peut-être que le monde te révélera ses secrets. François, lui, refusait catégoriquement de faire son deuil. À 50 ans passés, il avait les cheveux grisonnants et le visage creusé par le chagrin. Mais sa détermination restait intacte. Chaque matin, il vérifiait les nouveaux signalements. Chaque soir, il scrutait sa boîte mail dans l'espoir d'une piste nouvelle. 20 ans, François, lui dit un jour Juliette avec une fausse compassion. Élodie aurait 25 ans maintenant. Si elle était vivante, elle nous aurait contactés. Elle est vivante. François frappa du poing sur son bureau. Je le sens, Juliette. Un père sans ces choses-là. Ma fille respire quelque part sur cette terre. Et tant que mon cœur battra, je la chercherai. Juliette soupira, feignant la résignation affectueuse. En réalité, cette obsession l'arrangeait parfaitement. François, rongé par sa quête impossible, avait cessé depuis longtemps de lui prêter attention en tant que femme. Leur mariage était devenu une coquille vide. Ce qui lui convenait finalement, elle avait la position sociale, la fortune, la respectabilité, l'amour. Elle avait renoncé à l'obtenir, à l'orphelinat. Élodie fêtait ses 18 ans dans l'indifférence générale. Majeure, elle pouvait désormais quitter Saint-Vincent-de-Paul pour construire sa vie d'adulte. Elle avait obtenu son baccalauréat avec mention, économisé chaque euro de ses petits boulots d'été. « Tu vas nous manquer ?» lui dit sœur Marguerite en l'embrassant. « Mais je suis fière de toi. Tu vas réaliser tes rêves. »« J'espère, » murmura Élodie, en regardant une dernière fois le bâtiment qui avait été son seul foyer pendant 13 ans. « J'espère surtout que mes rêves me mèneront à la vérité. » Elle ne savait pas encore que cette vérité l'attendait à 10 000 mètres d'altitude, dans un Boeing 747 reliant Montréal à Lyon. Elle ne savait pas qu'un homme aux cheveux gris scrutait obsessionnellement la photo d'une fillette de 5 ans sur son téléphone portable. Elle ne savait pas que leur destin était sur le point de se croiser à nouveau. 10 ans plus tard, Élodie Moreau ajustait son uniforme bleu marine d'Air France devant le miroir de sa petite chambre à Roissy. 28 ans, cheveux blonds disciplinés en chignon impeccable. Elle incarnait l'élégance française que recherchaient les compagnies aériennes internationales.
Mais derrière ce sourire professionnel se cachait toujours cette mélancolie mystérieuse qui l'habitait depuis l'enfance. Vol à 356, embarquement dans 30 minutes. Annonça sa collègue Camille en passant la tête par la porte. « Tu es prête pour Montréal ?»« Toujours », répondit Élodie en attachant son foulard. « Montréal ?» Ce nom résonnait étrangement en elle depuis toujours, comme un écho lointain d'une vie antérieure qu'elle n'arrivait pas à saisir. Elle avait réalisé son rêve après des années d'efforts acharnés, école d'hôtesse, formation linguistique, stage dans les plus prestigieuses compagnies européennes. Chaque vol était pour elle une quête inconsciente, un espoir inavoué de croiser un jour un visage familier, d'entendre une voix qui réveillerait ses souvenirs enfouis. « Tu sais quoi ?» Camille la rejoignit devant le miroir. « Ça fait 5 ans qu'on vole ensemble, et j'ai toujours l'impression que tu cherches quelqu'un dans chaque avion. » Élodie sourit tristement. « Peut-être bien, on dit que les orphelins passent leur vie à chercher leur famille, non ? Mais tu pourrais faire des recherches officielles, ADN, réseaux sociaux, tout ça. Avec quoi comme point de départ ?» Élodie haussa les épaules. « Je ne me souviens même pas de mon vrai nom de famille. Élodie Moreau. C'est l'état civil qu'il a inventé quand j'avais 6 ans. » Elle ne mentionnait jamais les bribes de souvenirs qui la hantaient, ces parfums de roses blanches qui la réveillaient parfois, cette berceuse tronquée qu'elle fredonnait sans même s'en rendre compte. Cette certitude irrationnelle d'avoir été intensément aimée avant de tout perdre, le vol de ce matin était spécial. Un vol premium vers Montréal, avec correspondance vers Lyon, clientèle haut de gamme, service personnalisé, Élodie adorait ses vols. Les passagers de première classe avaient souvent des histoires fascinantes à raconter. Dans l'A380 qui roulait vers la piste d'envol, François Delacroix bouclait sa ceinture au siège 2A, 55 ans maintenant, les tempes argentées, mais le regard toujours hanté par cette quête qui n'avait jamais cessé. Comme chaque vol, comme chaque déplacement professionnel, il emportait avec lui l'unique photo d'Élodie enfant sur son téléphone. Un rituel devenu obsessionnel. « 23 ans », murmura-t-il en caressant l'écran du bout du doigt. « Ma petite étoile aurait 28 ans aujourd'hui. » Son empire financier avait prospéré malgré tout, peut-être même grâce à cette douleur qui le poussait à se noyer dans le travail. Mais chaque succès professionnel lui rappelait cruellement l'absence de celle avec qui il aurait aimé partager ses victoires. Juliette l'avait quitté 2 ans plus tôt. « Je ne peux plus vivre avec un fantôme », avait-elle déclaré en faisant ses valises. François ne l'avait pas retenue. En vérité, il se sentait même soulagé de ne plus avoir à feindre un amour conjugal qu'il n'avait jamais vraiment ressenti. « Bonjour, monsieur Delacroix. » La voix douce le fit lever les yeux. « Je suis Élodie, votre hôtesse personnalisée pour ce vol. Puis-je vous offrir quelque chose avant le décollage ?» François cligna des yeux, désorienté. Cette jeune femme, il y avait quelque chose dans son sourire, dans la façon dont elle penchait légèrement la tête en parlant. « Merci. Un café sera parfait. » Sa voix était légèrement rauque. « Élodie, avez-vous dit ?»« Oui, monsieur. » Élodie Moreau. Elle nota sa commande sur son carnet. « Vous vous rendez à Montréal pour affaires ?»« Oui, enfin pas seulement. » François ne pouvait détacher son regard de ce visage. « J'ai des recherches personnelles à effectuer là-bas aussi. »« Des recherches ?» Élodie sembla intéressée malgré elle. « Pardonnez ma curiosité, mais quel genre de recherche ?» François hésita, puis sortit instinctivement son téléphone. « Je cherche ma fille, disparue depuis très longtemps. » L'avion prenait de l'altitude, et avec lui, s'élevaient 2 destins sur le point de se reconnaître. Élodie servait mécaniquement les autres passagers, mais son esprit restait troublé par cet homme du siège 2A. Il émanait de lui une tristesse si profonde qu'elle la ressentait physiquement. Vers la moitié du vol, alors que la plupart des passagers somnolaient, elle revint vers François avec son plateau de rafraîchissement. « Votre café, monsieur Delacroix. » Elle remarqua qu'il fixait l'écran de son téléphone avec une intensité douloureuse. « Excusez-moi, mais cette photo... » François leva les yeux, les joues humides. « Ma fille, Élodie, elle avait 5 ans quand... » Sa voix se brisa. Élodie sentit ses jambes se dérober. Sur l'écran du téléphone, une petite fille blonde la regardait en souriant. Une fillette en robe rose, dans un jardin de roses blanches. Une enfant qui lui ressemblait trait pour trait. « Monsieur... » Elle dut s'appuyer contre le dossier du siège. Cette petite fille, où a-t-elle disparu ? Paris, Jardin du Luxembourg, le 15 juin 1997. François récitait ces détails comme une litanie gravée dans sa chair.
Elle s'appelait Élodie Delacroix. 5 ans, une petite cicatrice en forme de croissant de lune sur la tempe gauche, suite à une chute dans notre jardin. Élodie porta instinctivement la main à sa tempe gauche, effleurant la fine cicatrice qu'elle avait toujours attribuée à un accident d'enfance à l'orphelinat. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tous les passagers pouvaient l'entendre. « Monsieur Delacroix », sa voix n'était plus qu'un souffle. « Regardez-moi vraiment. » François leva lentement les yeux vers elle. Ce qu'il vit le figea complètement. Ses yeux verts qu'il avait vus grandir pendant 5 années, ce sourire timide qui était celui de Claire, cette façon particulière de pencher la tête quand elle réfléchissait. « Mon Dieu !» Il se leva d'un bond, faisant sursauter les passagers voisins. « Élodie, ma petite étoile. »« Je ne sais pas. » Élodie reculait, bouleversée. « J'ai grandi dans un orphelinat, trouvé dans un parc à Montréal. Aucun souvenir avant l'âge de 6 ans, sauf... » « Sauf quoi ?» François s'approchait doucement, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Des roses blanches, une berceuse que je n'arrive jamais à finir, et cette sensation, cette certitude d'avoir été aimé. François ferma les yeux et se mit à chanter d'une voix tremblante. « Dors, mon petit ange, dans les bras de l'amour, les roses blanches veillent jusqu'au petit jour. Papa est là, maman aussi dans ton cœur. Rien ne pourra jamais ternir notre bonheur. » Élodie s'effondra littéralement, cette mélodie qu'elle cherchait depuis 23 ans. Ces paroles qui comblaient enfin le vide de sa mémoire, tout remontait d'un coup, le jardin, les roses, les bras protecteurs de papa, le sourire doux de maman Claire sur les photos. « Papa !» murmura-t-elle en tendant une main tremblante vers cet homme qui pleurait sans retenue. « Ma petite étoile !» François la serra contre lui avec une force désespérée. « Tu m'as tellement manqué. J'ai cherché partout, partout. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. » Autour d'eux, les passagers assistaient médusés à ces retrouvailles impossibles. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient discrètement. L'équipage entier était figé d'émotion devant ce miracle qui se déroulait à 10 000 mètres d'altitude. « 23 ans, sanglotait Élodie contre l'épaule de son père. 23 ans que je te cherche sans le savoir. » Dans quelques heures, ils atterriraient à Montréal. Mais pour François et Élodie Delacroix, le voyage ne faisait que commencer. Il leur restait à reconstituer plus de 2 décennies perdues. Et surtout, à découvrir la vérité sur cette disparition qui n'avait rien d'accidentel. La 380 vibrait doucement dans sa croisière au-dessus de l'Atlantique. Mais pour François et Élodie, le monde entier semblait suspendu. Ils ne s'étaient pas lâchés depuis leur reconnaissance mutuelle, comme s'ils craignaient que ce miracle soit une illusion qui pourrait s'évanouir. « Commandant Roussel à l'équipage », grésilla l'interphone. « Nous avons été informés de la situation exceptionnelle en cabine. Prenez tout le temps nécessaire. » Camille, les larmes aux yeux, avait pris en charge les autres passagers. Dans toute sa carrière, elle n'avait jamais assisté à quelque chose d'aussi bouleversant. Les voyageurs du vol AF356 se murmuraient l'histoire de bouche à oreille, certains photographiant discrètement ce moment historique. « Raconte-moi », supplia François en caressant doucement le visage de sa fille. « Raconte-moi tout. Comment as-tu survécu? Où étais-tu » Élodie essuya ses larmes et entreprit de reconstituer le puzzle de sa vie brisée. « Je me suis réveillée dans la neige, à Montréal, parc La Fontaine. J'avais si froid, papa, si peur. Je ne me souvenais de rien, sauf de quelques images floues. Mon Dieu !» François serrait les poings. « Quelqu'un t'a emmené si loin. Mais qui? Pourquoi? L'hôpital, puis l'orphelinat de Lyon. Les sœurs étaient gentilles, mais j'avais toujours cette nostalgie inexplicable, comme si une partie de moi manquait cruellement. Tu étais ma joie de vivre, ma petite étoile. Quand tu as disparu, je suis mort avec toi. » François toucha la cicatrice sur la tempe de sa fille. « Tu te souviens? Tu avais voulu cueillir une rose pour maman Claire, et tu étais tombée du muret du jardin. Maman Claire ?» Élodie ferma les yeux, et soudain, un visage doux aux boucles châtaines apparut dans sa mémoire. Elle chantait, elle sentait la lavande, et elle est morte en me donnant la vie. Un accouchement difficile. Mais elle t'aimait déjà tellement, Élodie. Ces derniers mots ont été pour toi. Protégez ma petite étoile. François sortit son portefeuille et en extirpa une photo jaunie. Voici ta vraie maman. Élodie contempla le visage de Claire Dupont, y retrouvant ses propres traits.
Cette femme qu'elle avait inconsciemment cherchée dans chaque miroir, dans chaque reflet. Elle est belle. Nous nous ressemblons. Comme deux gouttes d'eau. François rangea précieusement la photo. Maintenant, aide-moi à comprendre. Comment es-tu arrivée à Montréal? Tu te souviens de quelque chose d'autre sur ta disparition? Élodie se concentra, fouillant dans les recoins obscurs de sa mémoire traumatisée. Des bribes, une voix de femme qui disait « Emmène-la loin », un homme avec un accent étrange, et... Elle hésita. « Et quoi, ma chérie ?» Une sensation de trahison, comme si quelqu'un en qui j'avais confiance m'avait fait du mal, mais c'est tellement flou. François sentit une colère sourde monter en lui. Quelqu'un avait délibérément enlevé sa fille. Ce n'était pas un enlèvement crapuleux. Aucune demande de rançon n'avait jamais été formulée. C'était autre chose, plus personnel, plus cruel. Papa. Élodie remarqua l'expression sombre qui traversait son visage. À quoi penses-tu? À qui pouvait vouloir te faire du mal? Ou me faire du mal à travers toi? François réfléchissait à haute voix. En 1997, j'étais remariée depuis 1 an avec Juliette. Juliette, le prénom provoqua un frisson désagréable chez Élodie. Ma seconde épouse, elle a disparu de ta vie en même temps que toi. D'une certaine façon, après ton enlèvement, elle est devenue très distante. François réalisait soudain des détails qu'il n'avait jamais voulu voir. Elle qui était si attentionnée avec toi au début. Un souvenir fragmentaire remonta à la surface de l'esprit d'Élodie. Une femme élégante, des cheveux bruns, un sourire qui ne touchait jamais ses yeux quand elle la regardait. Papa, le jour de ma disparition, étais-tu avec quelqu'un? Avec Juliette? Oui, au jardin du Luxembourg. Elle avait eu un malaise. Et pendant que je m'occupais d'elle, François s'interrompit, horrifié par l'implication de ses propres paroles. Elle t'a distrait. La voix d'Élodie était glaciale. Pendant qu'on m'emmenait. Non, c'est impossible. Juliette était bouleversée par ta disparition. Elle a organisé des battues, contacté les médias, où elle jouait la comédie parfaite. Élodie sentait la vérité comme une évidence douloureuse. Papa, réfléchis, qui avait accès à moi, qui connaissait nos habitudes, qui pouvait organiser un enlèvement sans laisser de traces. François pâlit en réalisant l'horrible logique de ces questions. Juliette connaissait tous leurs projets, tous leurs déplacements. Elle savait qu'ils iraient au Luxembourg ce jour-là. Elle avait insisté pour les accompagner, alors qu'habituellement elle préférait leur sortie shopping entre femmes. Mais pourquoi? Gémit-il. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Parce qu'elle était jalouse. Élodie avait parlé avec une certitude qui la surprit elle-même. Je me souviens maintenant, la façon dont elle me regardait parfois, comme si j'étais un obstacle, comme si elle me haïssait. L'hôtesse de l'air qui avait passé sa vie à servir les autres, à sourire professionnellement, révélait soudain une intelligence psychologique aiguisée par des années de solitude et d'observation. Elle voulait avoir pour elle seule, continua-t-elle. Et moi, j'étais l'héritière légitime de ton amour, la fille de Claire, celle que tu ne pourrais jamais oublier tant que j'existerai. François porta les mains à son visage, accablé. Si c'est vrai, si Juliette a vraiment... Mon Dieu, Élodie, j'ai vécu 23 ans avec la femme qui t'a volé ta vie. Et moi, j'ai passé 23 ans à te chercher sans le savoir. Élodie prit les mains de son père entre les siennes. Mais nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Autour d'eux, les passagers observaient cette scène avec une émotion palpable. Madame Fontaine, une élégante quinquagénaire du siège 1C, essuyait discrètement ses larmes. En 50 ans de voyage, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, murmura-t-elle à son mari. Le commandant Roussel annonça la descente vers Montréal. Symboliquement, il retournait là où tout avait commencé, là où la petite Élodie avait été abandonnée dans la neige il y a 23 ans. Que faisons-nous maintenant? Demanda Élodie en regardant par le hublot les lumières de la ville qui approchaient. Nous rentrons à Paris, ensemble. François serra fort la main de sa fille. Et nous découvrons la vérité sur Juliette. Nous avons besoin de preuves, de témoignages. Cette femme ne peut pas s'en tirer après ce qu'elle nous a fait. Tu crois qu'elle sait que nous nous sommes retrouvés? Pas encore, mais elle va l'apprendre. Le regard de François s'était durci. Et cette fois, c'est elle qui va payer pour ses crimes. L'avion toucha la piste de Montréal en douceur. Pour les autres passagers, c'était la fin d'un vol transatlantique. Pour François et Élodie Delacroix, c'était le début de leur quête de justice. Camille les accompagna jusqu'à la sortie, encore émue par ce qu'elle venait de vivre. « Élodie, tu vas démissionner d'Air France.
Je ne sais pas encore. Élodie sourit en serrant le bras de son père. Mais je crois que ma vraie vie vient seulement de commencer. Dans quelques heures, ils seraient de retour à Paris. Dans quelques jours, Juliette Caron découvrirait que son crime parfait ne l'était peut-être pas tant que ça. Car l'amour véritable, même brisé, même séparé par des océans et des décennies, finit toujours par triompher. Le bureau de François à Neuilly-sur-Seine n'avait jamais semblé aussi chaleureux. Pour la première fois depuis 23 ans, les murs tapissés de photos d'Élodie enfant avaient retrouvé leur sens. Assis face à face dans les fauteuils de cuir, père et fille reconstruisaient patiemment les années perdues. « Regarde », dit François, en sortant d'un tiroir une boîte en velours rouge. « J'ai gardé tous tes petits trésors. » Élodie découvrit avec émotion ses anciens jouets, un petit cheval de bois, une poupée aux cheveux bouclés, et surtout un carnet de dessins qu'elle avait commencé à l'âge de 4 ans. Chaque page était soigneusement conservée sous plastique. « Tu dessinais toujours des maisons avec des cheminées qui fumaient, » observa François en tournant délicatement les pages, « et des jardins remplis de roses. »« Comme si j'essayais déjà de retenir notre bonheur, » murmura Élodie en caressant un dessin représentant 3 silhouettes. Un papa, une maman ange dans le ciel, et une petite fille. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur retour de Montréal. François avait immédiatement pris contact avec Maître Dubois, l'avocat de la famille, et avec Jean-Claude Morin, un détective privé renommé spécialisé dans les affaires complexes. « Monsieur Delacroix » avait déclaré l'enquêteur lors de leur première réunion. « Si vos soupçons concernant Madame Caron sont fondés, nous devons agir avec une extrême prudence. 23 ans après les faits, les preuves directes seront difficiles à obtenir. Que suggérez-vous » François était tendu, impatient de voir Juliette payer pour ses crimes. D'abord, reconstituer minutieusement les événements de juin 1997, retrouver les témoins encore vivants, analyser les anciennes déclarations, chercher les incohérences dans la version officielle. Morin avait étalé des dossiers sur la table. « J'ai déjà commencé à éplucher le dossier de police. Certains éléments m'intriguent. » Élodie s'était penchée sur les documents. « Quels éléments ? Le témoignage de votre belle-mère, par exemple. Elle prétend avoir eu un malaise soudain, mais aucun médecin n'a été appelé. Bizarre pour une femme aussi soucieuse de son image que Madame Caron. » Et puis, François sentait l'espoir renaître. Les caméras de sécurité du Luxembourg, en 1997, il y en avait déjà plusieurs. Étrangement, celles qui couvraient pas votre zone étaient en panne ce jour-là. Coïncidence troublante. Élodie frissonna. Elle a tout planifié, chaque détail. C'est ce que nous devons prouver. Morin referma son dossier. Je vais commencer par retrouver les anciens employés du parc, les témoins de l'époque. Pendant ce temps, Mademoiselle Delacroix, essayez de vous remémorer d'autres détails. Le moindre fragment de souvenir peut être crucial. Les jours suivants s'organisèrent autour de cette quête de vérité. François avait pris un congé exceptionnel, déléguant la gestion de ses entreprises à ses directeurs. Rien ne comptait plus que la justice pour sa fille. Élodie, elle, avait obtenu un arrêt maladie d'Air France, officiellement pour choc émotionnel suite à retrouvailles familiales. Mais en réalité, pour se consacrer entièrement aux recherches, j'ai retrouvé André Leclerc, annonça Morin lors de leur 4e réunion. Il était jardinier au Luxembourg en 1997, il se souvient parfaitement de la journée de la disparition. Que dit-il ? François était suspendu aux lèvres de l'enquêteur. Des choses très intéressantes. Il se rappelle avoir vu un homme déguisé en jardinier qui n'appartenait pas aux équipes. Quand il a voulu l'interpeller, l'homme avait disparu, avec une petite fille blonde. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Il peut le décrire. Corpulence moyenne, accent de l'Est, apparemment très nerveux. Leclerc a signalé l'incident à la police, mais son témoignage n'a jamais été pris au sérieux. Pourquoi ? Parce que Madame Caron avait déjà orienté l'enquête vers la piste de l'enlèvement crapuleux par un déséquilibré. Elle avait insisté sur le fait qu'elle avait vu un homme bizarre rôder près des enfants plus tôt. François serra les poings. Elle a manipulé l'enquête dès le départ. C'est ce qu'il semble. Morin consulta ses notes. J'ai aussi vérifié ses finances de l'époque. Curieusement, elle a retiré une somme importante en liquide 3 semaines avant la disparition. 100 000 francs pour payer les ravisseurs, conclut Élodie avec amertume. Très probablement, mais nous devons le prouver.
J'ai lancé des recherches pour retrouver cet homme au accent de l'Est. Si c'est un professionnel du milieu, il y a des chances qu'il ait un casier. Les semaines passèrent, rythmées par les découvertes progressives de Morin. Chaque élément renforçait la culpabilité de Juliette. Mais les preuves légales restaient fragiles. « Papa », dit un soir Élodie en reposant une pile de documents. « J'ai une idée. Et si nous la confrontions directement ?»« Juliette, tu es folle. Si elle comprend que nous savons, elle va détruire toutes les preuves qui pourraient encore exister. » Justement, les yeux verts d'Élodie brillaient d'une détermination froide. Si nous l'enregistrons en secret, si nous la poussons à bout, elle finira peut-être par avouer. Les criminels adorent se vanter de leurs crimes parfaits. François réfléchit longuement. C'est dangereux et légalement risqué, mais efficace. Élodie prit les mains de son père. « Papa, cette femme m'a volé 23 ans de ta vie et 23 ans de la mienne. Elle nous a séparés, nous a fait souffrir, a détruit notre famille. Elle doit payer. » « D'accord, » finit par accepter François. « Mais nous préparons minutieusement cette confrontation, avec Morin et l'avocat. » Le plan fut échafaudé dans les moindres détails. François contacterait Juliette sous prétexte de faire le point sur leur séparation et de partager une nouvelle importante. Il l'inviterait dans un restaurant discret, équipé de micros miniaturisés. L'objectif, expliqua Maître Dubois, est de la faire parler de la disparition d'Élodie, si elle commet un lapsus, si elle révèle des détails qu'elle ne devrait pas connaître. Nous tenons notre preuve. « Et si elle ne dit rien ?» demanda Élodie. « Alors nous continuerons notre enquête classique. Mais je pense que vous avez raison sur un point. Après 23 ans, elle doit avoir envie de savourer sa victoire. L'orgueil fait souvent chuter les criminels les plus prudents. » François composa le numéro de Juliette avec des mains légèrement tremblantes, depuis leur divorce. Ils ne s'étaient parlé qu'une seule fois, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. « Allô ?» La voix de Juliette était toujours aussi posée, aristocratique. « Juliette, c'est François. J'espère que je ne te dérange pas. » Un silence. « François. Non, bien sûr. Comment vas-tu ? J'ai des choses importantes à te dire. Concernant Élodie, est-ce que nous pourrions nous voir ? » Nouveau silence, plus long. Concernant Élodie, tu as du nouveau. Oui, beaucoup de nouveau. François espérait que sa voix ne trahissait pas son émotion. Pourrions-nous dîner ensemble, comme au bon vieux temps ? D'accord, accepta finalement Juliette. Demain soir, parfait. Je réserve chez Laurent, notre ancien restaurant préféré, 20h. J'y serai. Quand François raccrocha, ses mains tremblaient violemment. Dans 24 heures, il affronterait la femme qui avait détruit sa vie, la femme qui avait volé sa fille. « Ça va aller, papa », murmura Élodie en le prenant dans ses bras. « Demain, nous commençons à réparer le mal qu'elle nous a fait. » Le restaurant Laurent bruissait de conversations feutrées et du tintement délicat des verres de cristal. François ajusta discrètement le micro miniaturisé dissimulé dans sa montre, un cadeau technologique de Morin qui enregistrait tout dans un rayon de 3 mètres. « Respire », se murmurait-il en consultant l'heure. Juliette serait là dans 10 minutes. Dans une camionnette banalisée garée en face, l'équipe de Morin attendait, prête à intervenir si nécessaire. « Tu es magnifique, papa. » La voix d'Élodie résonnait dans l'oreillette invisible qu'il portait. Elle était restée dans le bureau de Morin. Suivant l'opération en temps réel, souviens-toi, laisse-la parler, pose des questions ouvertes. Elle a besoin de se vanter. À 20h précises, Juliette fit son entrée. 53 ans maintenant, toujours cette élégance aristocratique qui l'avait séduit jadis. Tailleur Chanel noir, cheveux parfaitement coiffés, sourire de circonstance. Elle n'avait pas changé. François. Elle l'embrassa sur les joues, avec cette froideur calculée qu'il avait mise des années à reconnaître. « Tu as l'air différent, plus serein. J'ai de bonnes raisons de l'être. » François lui tint la chaise. « Tu es resplendissante, comme toujours. » « Merci. » Juliette s'installa gracieusement. « Alors, ces nouvelles concernant Élodie. Tu m'as intriguée au téléphone. » François commanda une bouteille de Château Margaux 1995, leur vin de prédilection à l'époque de leur mariage. « Ah, patience, ma chère. Parlons d'abord de nous. Comment vas-tu depuis notre séparation ? » « Bien, très bien, même. » Juliette sirotait son apéritif. « J'ai racheté un appartement avenue Foch. Je voyage beaucoup, l'art, les galas de charité.
Tu sais comme j'aime ça. Et sentimentalement, libre comme l'air. Son sourire se fit plus aiguisé. Et toi, toujours obsédé par ta quête. Le mot quête était prononcé avec un mépris à peine dissimulé. François sentit la colère monter mais se contrôla. Cette obsession, comme tu dis, vient de porter ses fruits. Il se pencha vers elle. Juliette, j'ai retrouvé ma fille. Le verre de Juliette s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Pendant une fraction de seconde, François vit passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la panique. Retrouver, sa voix restait parfaitement contrôlée. Tu veux dire vivante, vivante, en bonne santé et magnifique. François observait chaque micro-expression de son ex-épouse. Elle a vécu au Canada toutes ces années, imagine un peu, si près et si loin à la fois. C'est merveilleux, François. Juliette avait repris contenance, mais ses doigts tapotaient nerveusement sur la nappe. Comment l'as-tu retrouvée? Le hasard? Un vol Air France Montréal-Lyon. Elle était hôtesse de l'air. François marqua une pause calculée. Sous le nom d'Élodie Moreau, tu te rends compte, même son prénom, elle l'avait gardé, comme si quelque part, elle savait. Élodie Moreau. Juliette répétait le nom comme pour se l'imprimer en mémoire. Et elle se souvient de quoi exactement? La question était trop précise, trop inquiète pour être innocente. François sentit son cœur s'accélérer. Peu de choses, malheureusement. L'amnésie post-traumatique, paraît-il. Il mentait délibérément. Quelques bribes, des roses blanches, notre berceuse. Rien sur les circonstances de sa disparition. Juliette se détendit visiblement. Pauvre petite, elle a dû tellement souffrir. Oh oui, elle a souffert. La voix de François se durcit. 23 ans d'orphelinat. Juliette, 23 ans à se demander pourquoi elle avait été abandonnée, à chercher inconsciemment une famille qu'on lui avait volée. Volée. Juliette haussa un sourcil. C'est un terme bien fort. Elle a été enlevée, François, par un déséquilibré. Probablement. Tu crois? François vida son verre d'un trait. Moi, j'ai commencé à me poser d'autres questions. Des questions que je n'avais jamais osé formuler à l'époque. Quel genre de questions? Sur les coïncidences troublantes de cette journée, ton malaise si opportun, l'absence de François dans les caméras de sécurité, le fait qu'aucune demande de rançon n'ait jamais été formulée. François se penchait vers elle, la scrutant intensément, comme si quelqu'un avait voulu que ma fille disparaisse. Définitivement, Juliette rit, mais son rire sonnait faux. François, le chagrin te fait délirer. Tu cherches des coupables, là où il n'y a eu qu'un terrible hasard. Un hasard. François sortit son téléphone et montra la photo d'Élodie adulte. Regarde-la bien, Juliette. Regarde ce qu'elle est devenue malgré toi. Malgré moi, cette fois, le masque craqua légèrement. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Rien, pas encore. François rangea son téléphone. Mais nous enquêtons. Élodie et moi, nous remontons le fil des événements. Et tu sais quoi? Nous trouvons des choses fascinantes. Juliette porta son verre à ses lèvres d'une main qui tremblait imperceptiblement. Quelle chose? Oh, des détails. Tes retraits d'espèces avant la disparition, les témoins que la police n'a jamais vraiment écoutés, les incohérences dans ton témoignage. François marquait chaque point comme autant de coups de poignard. Nous avons même retrouvé l'homme qui t'a aidé. C'était un mensonge, mais François voulait voir sa réaction. Juliette pâlit d'un coup. Tu as retrouvé qui? Victor Petrov, ça te dit quelque chose? François a inventé, se basant sur une intuition. Il commence à parler. Tu sais, 23 ans. C'est long pour garder un secret, surtout quand la prison le menace. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais la voix de Juliette était maintenant franchement tremblante. Bien sûr que si. François se leva et contourna la table pour s'asseoir à côté d'elle. Juliette, nous savons tout, ou presque. Nous avons les preuves. Les témoignages, les transferts d'argent. Tu n'as rien du tout. Juliette se leva brusquement, renversant son verre. Tu bluffes? Tu veux parier? François resta assis, d'un calme olympien. Dans 2 jours, nous déposons plainte. Séquestration de mineurs, enlèvement international, faux témoignages. Tu risques la prison à vie, ma chère. Juliette regardait autour d'elle comme un animal pris au piège. Les autres clients du restaurant commençaient à les regarder avec curiosité. « Assieds-toi, Juliette. » La voix de François était maintenant glaciale. « Et dis-moi enfin la vérité.
Pourquoi as-tu détruit ma famille? Ta famille. Juliette éclata d'un rire hystérique. Quelle famille, François? Tu avais épousé un fantôme. Claire était morte, et toi tu ne vivais que pour cette peste. Élodie était ma fille, et moi, j'étais ta femme. Juliette criait maintenant, toute contenance perdue. Mais jamais, jamais tu ne m'as regardée comme tu la regardais. Jamais tu ne m'as aimée comme tu aimais cette sale gosse. Alors tu l'as fait enlever. Ce n'était plus une question. Alors je l'ai fait disparaître. Juliette était hors d'elle. Comme elle avait disparu de ma vie. Tu veux la vérité? 100 000 francs à Victor et Marcel. Emmenez-la loin, très loin, mais qu'elle vive, qu'elle sache qu'elle a été abandonnée. Un silence de mort s'abattit sur le restaurant. Juliette réalisa soudain ce qu'elle venait de dire devant témoins. Tu as avoué, murmura François, abasourdi malgré ses certitudes. Et alors, Juliette rajustait sa veste avec une dignité dérisoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Me dénoncer? Avec quelle preuve? François sourit et tapota sa montre. Avec tes propres aveux? Ma chère, tout enregistré. Le visage de Juliette se décomposa entièrement. Dans l'oreillette, François entendait Élodie sangloter doucement. Justice sera faite, Juliette. Enfin, le palais de justice de Paris n'avait jamais paru si imposant à François. 10 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Juliette. 10 mois d'enquête minutieuse qui avaient confirmé chaque détail de son crime. Victor Petrov et Marcel Dubois, retrouvés grâce aux aveux enregistrés de Juliette, avaient fini par tout avouer en échange d'une réduction de peine. « Vous êtes prêts ?» demanda maître Dubois en ajustant sa robe d'avocat. « L'audience va commencer. » Élodie serra la main de son père. Elle portait un tailleur bleu marine sobre, ses cheveux blonds tirés en chignon strict. Après 28 ans, elle allait enfin connaître la vérité officielle sur son enlèvement. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Nous sommes prêts. » La salle d'audience se remplissait lentement. Les journalistes s'entassaient dans les tribunes réservées à la presse. L'affaire Delacroix avait fait la une de tous les médias français. Une héritière retrouvée après 23 ans, un crime passionnel déguisé en enlèvement, le tout avait les ingrédients parfaits pour passionner l'opinion publique. Mesdames et messieurs, la cour, tout le monde se leva, alors que les 3 magistrats prenaient place. Le président Martineau, homme d'une 60aine d'années au regard perçant, ouvrit les débats d'une voix solennelle. L'affaire Caron contre Delacroix, Madame Juliette Caron, vous êtes accusée de séquestration de mineurs, enlèvement international, faux témoignages et entrave à la justice, comment plaidez-vous? Juliette se leva difficilement. Les 10 mois de détention provisoire avaient altéré sa beauté aristocratique, cheveux gris négligés, teint blafard. Elle n'était plus que l'ombre de la femme élégante qui avait autrefois séduit François. « Non coupable, monsieur le président », articula-t-elle d'une voix blanche. Maître Rosenberg, son avocat commis d'office, tentait l'impossible, plaidait l'irresponsabilité momentanée due à un déséquilibre psychologique, mais les preuves étaient accablantes. « Monsieur le procureur, vous avez la parole. » Le procureur Vidal se leva, imposant dans sa robe rouge. « Monsieur le président, messieurs les juges, nous sommes face à l'un des crimes les plus prémédités et les plus cruels qu'il m'ait été donné de poursuivre. » Il se tourna vers Juliette avec une froideur implacable. L'accusée n'a pas agi sous le coup d'une impulsion. Elle a planifié, organisé, financé l'enlèvement d'une enfant de 5 ans, non pas pour la tuer, ce qui aurait été déjà monstrueux, mais pour lui infliger une souffrance bien pire. Grandir en se croyant abandonnée. Élodie sentit les larmes monter. Ces mots résumaient si parfaitement sa douleur d'enfant. Cette blessure béante qui l'avait accompagnée toute sa vie. Victor Petrov, continua le procureur en consultant ses notes, a formellement reconnu avoir été contacté par Madame Caron 3 semaines avant les faits. Elle lui a remis 100 000 francs avec une consigne précise, emmener l'enfant au Canada et la faire passer pour une orpheline abandonnée. Il marqua une pause théâtrale. « Messieurs les jurés, imaginez la perversité d'un tel plan. Il ne s'agissait pas d'un crime crapuleux, mais d'une vengeance minutieusement calculée contre une enfant innocente, coupable seulement d'être aimée par son père. » L'avocat de Juliette se leva. « Objection, monsieur le président. Le procureur interprète les faits. » « Objection rejetée. Continuez, monsieur le procureur. »« Merci. » Vidal se tourna vers les jurés. Pendant 23 ans, François Delacroix a vécu un enfer. Il a dépensé des fortunes, mobilisé tous ses contacts, vécu dans l'espoir fou de retrouver sa fille. Pendant 23 ans,
Élodie Delacroix a grandi en pensant qu'elle n'était aimée de personne. Il pointa un doigt accusateur vers Juliette, et pendant 23 ans, cette femme a savouré sa vengeance, consolant hypocritement l'homme qu'elle avait détruit tout en sachant parfaitement où se trouvait sa fille. Un murmure parcourut l'assistance. Même les journalistes les plus endurcis semblaient ébranlés par la cruauté du crime. « Monsieur Delacroix » appela le président. « Veuillez vous présenter à la barre. » François se leva, ému mais déterminé. Il avait attendu ce moment pendant des mois. « Monsieur Delacroix, comment décririez-vous votre relation avec l'accusé avant la disparition de votre fille ?»« Normal, monsieur le président. » Juliette semblait affectueuse avec Élodie. « Je pensais que nous formions une famille heureuse. » François regardait droit devant lui, évitant soigneusement de croiser le regard de son ex-épouse. Avec le recul, je réalise que j'ai été aveugle. Les signes étaient là, mais je ne voulais pas les voir. Quels signes? Sa jalousie envers ma fille, la façon dont elle sabotait nos moments d'intimité père-fille, ses remarques désobligeantes sur Élodie, toujours formulées comme des conseils bienveillants. Et François serra les poings. Elle me manipulait, monsieur le président. Elle détruisait lentement ma relation avec ma fille tout en préparant son crime. Mademoiselle Delacroix, appela ensuite le président. Approchez-vous. Élodie se leva avec grâce. Toute la salle retenait son souffle. C'était la première fois qu'elle témoignait publiquement. Mademoiselle, vous souvenez-vous de votre enfance avec l'accusé? Partiellement, monsieur le président. La voix d'Élodie était claire, posée. Mes souvenirs sont fragmentaires. Mais j'ai gardé une sensation très nette de malaise, comme si quelque chose n'était pas à sa place dans notre maison. Pouvez-vous être plus précise? Juliette Caron me regardait parfois avec une haine que je ne comprenais pas. J'étais une enfant. Monsieur le président, je ne pouvais pas analyser ses expressions, mais je les ressentais. Élodie se tourna vers les jurés. Pendant 23 ans, j'ai porté en moi la certitude d'avoir été abandonnée. Cette conviction a façonné toute ma personnalité, toutes mes relations. J'ai passé ma vie à chercher un amour que je croyais avoir perdu par ma faute. Sa voix se brisa légèrement. Madame Caron ne m'a pas seulement volé mon enfance, elle m'a volé ma capacité à faire confiance, à me sentir digne d'être aimée. C'est un crime qui va bien au-delà de l'enlèvement physique. L'émotion était palpable dans la salle. Plusieurs jurés essuyaient discrètement leurs larmes. Madame Caron, appela finalement le président d'une voix glaciale. Avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense? Juliette se leva péniblement. Pendant de longues secondes, elle regarda François et Élodie, ces deux êtres qu'elle avait tenté de séparer à jamais. Sa voix était à peine audible. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Élodie. Je voulais que François m'aime comme il l'aimait. Alors vous avez détruit une famille, répliqua sèchement le président. Je ne pensais pas que... Juliette s'effondra en sanglots. Je pensais qu'avec le temps, François oublierait, qu'il m'aimerait enfin. Mais même après sa disparition, il ne parlait que d'elle, toujours elle. Madame Caron, vous rendez-vous compte de la gravité de vos actes? Maintenant, oui. Juliette leva des yeux rougis vers François. Je suis désolée, tellement désolée. Mais c'était plus fort que moi. Cette jalousie, elle me dévorait. Les plaidoiries durèrent 3 heures. L'avocat de Juliette tenta de plaider la pathologie mentale, la passion destructrice, les circonstances atténuantes. Mais face aux preuves et aux témoignages, ses arguments sonnaient creux. Maître Dubois, pour la partie civile, fut impitoyable. Messieurs les jurés, vous jugez aujourd'hui un crime parfait qui a failli le rester. Un crime contre l'innocence, contre l'amour familial, contre la vérité. Justice doit être rendue. Après 2 heures de délibération, le verdict tomba. Madame Juliette Caron, vous êtes reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La Cour vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle. Le marteau du président claqua avec une finalité implacable. Dans la salle, François et Élodie s'étreignirent, libérés enfin du poids de 23 ans d'injustice. Juliette s'effondra sur son banc, brisée. Son crime parfait venait de recevoir son châtiment. 2 ans plus tard, le jardin de Neuilly-sur-Seine resplendissait sous le soleil de juin. Les roses blanches que François avait négligées pendant des décennies avaient retrouvé leur éclat d'antan. Élodie, agenouillée près du massif principal, taillait délicatement les tiges avec l'expertise qu'elle avait développée depuis son retour. « Tu sais, papa, dit-elle en se redressant, je comprends maintenant pourquoi maman Claire aimait tant ce jardin. Il y a quelque chose de thérapeutique à voir.
la beauté renaître de ses propres mains. François, assis sur le banc de pierre où il avait autrefois bercé sa fille, souriait en la regardant. À 30 ans, Élodie avait cette grâce sereine des femmes qui ont surmonté de grandes épreuves. Elle portait une robe d'été couleur lavande, qui rappelait celle de Claire, et ses cheveux blonds dansaient dans la brise tiède. « Ta mère disait que chaque rose était une promesse, » répondit François. « Une promesse que l'amour survive à tout, même à la mort, même à la séparation. » Élodie s'approcha et s'assit à côté de lui. Et elle avait raison, finalement, notre amour a survécu à 23 ans d'absence. Au mensonge de Juliette, à tout. Le procès de Juliette Caron était maintenant de l'histoire ancienne. Condamnée à 25 ans de prison, elle purgeait sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. François et Élodie n'avaient plus jamais prononcé son nom. Elle appartenait définitivement au passé. « J'ai une nouvelle à t'annoncer », dit Élodie avec un sourire mystérieux. « Ah !» François haussa un sourcil intrigué. « Bonne ou mauvaise ?»« Excellente !» Élodie prit les mains de son père entre les siennes. « Air France m'a proposé un poste de formatrice au sol. Plus de vols, plus d'absence. Je vais pouvoir rester près de toi. Ma chérie, tu n'es pas obligée de sacrifier ta carrière pour moi. Tu adores voler, c'est ta passion. Ma passion, c'est de construire une vraie vie de famille avec toi. » Élodie sourit. « Et puis, il y a autre chose. » Elle marqua une pause théâtrale qui inquiéta légèrement François. « J'ai rencontré quelqu'un, papa. » François sentit son cœur faire un petit bond. Depuis leur retrouvailles, Élodie n'avait eu aucune relation sérieuse. Elle prétendait avoir besoin de temps pour se reconstruire, pour rattraper les années perdues avec lui. « Raconte-moi, » dit-il doucement. « Il s'appelle Thomas Mercier, capitaine de police, service des personnes disparues. » Les joues d'Élodie rosirent délicatement. « Nous nous sommes rencontrés pendant l'enquête sur Juliette. Il a été formidable avec nous, attentionné, patient, respectueux de notre douleur. » François sourit. Il se souvenait effectivement de ce jeune homme aux yeux bienveillants qui avait coordonné l'arrestation de Juliette avec tant de tact. « Et c'est sérieux, très sérieux. » Élodie rougit davantage. « Papa, je crois que je l'aime, vraiment, pour la première fois de ma vie. J'ai envie de faire confiance à quelqu'un d'autre que toi. » François sentit une émotion complexe l'envahir. De la joie pour sa fille, qui retrouvait enfin sa capacité d'aimer, mais aussi une pointe de mélancolie à l'idée de la partager. « Il te rend heureuse, profondément heureuse. » Élodie se blottit contre l'épaule de son père. « Tu sais ce qu'il m'a dit hier, que j'avais les yeux les plus lumineux qu'il ait jamais vus, mais qu'il sentait parfois une tristesse profonde au fond de mon regard. Il m'a demandé si c'était à cause de mon enfance perdue. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que cette tristesse disparaissait peu à peu? Grâce à toi, grâce à nous. » Élodie releva la tête pour regarder son père. « Papa, j'aimerais que tu le rencontres officiellement, que tu nous donnes ta bénédiction. » François fut envahi par une vague de tendresse infinie. Sa petite fille demandait sa permission comme l'aurait fait une enfant de 5 ans. Tous ces rituels familiaux qu'il n'avait jamais pu vivre, il les rattrapait maintenant. « Ma petite étoile, tu auras toujours ma bénédiction pour tout ce qui te rend heureuse. » Il l'embrassa sur le front. « Invite-le à dîner demain soir. » Officiellement, vraiment. Élodie sautilla presque sur place, retrouvant soudain l'enthousiasme de l'enfant qu'elle avait été. « Oh papa, tu vas l'adorer. » François éclata de rire devant tant d'exubérance. « J'en suis certain. Mais dis-moi, est-ce qu'il sait pour ton héritage ?» Élodie était en effet devenue l'une des femmes les plus riches de France du jour au lendemain. L'empire financier de François lui reviendrait intégralement. Et elle possédait déjà plusieurs millions sur des comptes que son père avait ouverts à son nom au fil des années. « Il ne s'en soucie pas. » Élodie haussa les épaules. « Il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. D'ailleurs, j'ai pris une décision concernant l'argent. Laquelle? Je veux créer une fondation pour les enfants disparus et leurs familles. » Les yeux d'Élodie brillaient d'une détermination farouche. Quelque chose qui aurait pu nous aider, toi et moi, pendant toutes ces années de recherche. François fut bouleversé par cette générosité. « Ma chérie, c'est une merveilleuse idée. Comment veux-tu l'appeler ? » « La Fondation Claire de la Croix. » Élodie sourit. « En hommage à maman et pour que son amour continue à protéger d'autres enfants. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les roses qui ondulaient dans la brise. François pensait à Claire, à cette femme extraordinaire qui avait donné sa vie pour que naisse leur fille.
Il était sûr qu'elle approuverait cette initiative. Papa. Élodie brisa le silence. Il y a encore autre chose. Décidément, tu es pleine de surprises aujourd'hui. Thomas et moi, nous parlons mariage. Élodie rougit à nouveau. Rien de précipité, bien sûr, mais nous aimerions nous fiancer officiellement. François sentit les larmes lui monter aux yeux. Toutes ces étapes importantes qu'un père vit normalement avec sa fille. Ses premiers amours, ses projets d'avenir, ses rêves de mariage, tout se concentrait maintenant en quelques mois magiques. Et où souhaitez-vous célébrer ces fiançailles? Ici, dans le jardin de Maman Claire. Élodie désigna le massif de roses blanches. Là où tout a commencé. Là où j'ai été heureuse pour la première fois. Là où nous avons retrouvé notre bonheur. François acquiesça, trop ému pour parler. Il imaginait déjà la cérémonie. Élodie radieuse au bras de l'homme qu'elle aimait, entourée de roses blanches et de souvenirs ressuscités. « Tu sais ce que je pense parfois ?» murmura Élodie en cueillant une rose qu'elle porta à ses narines. « Que Maman Claire a veillé sur nous depuis le ciel, qu'elle a guidé nos pas pour que nous nous retrouvions. J'en suis convaincue. » François enlaça sa fille. Elle devait être si impatiente de nous voir réunis. Le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une lumière dorée. Au loin, les tours de Paris se découpaient dans le ciel rosé. François et Élodie Delacroix, père et fille enfin réunis, savouraient la plénitude de cet instant parfait. 23 ans après le crime de Juliette Caron, l'amour avait triomphé. Les roses blanches refleurissaient dans le jardin de Neuilly-sur-Seine, et avec elles renaissait l'espoir d'un bonheur qui ne serait plus jamais brisé. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma petite étoile, pour l'éternité. » Et dans le bruissement des roses blanches, on aurait pu entendre l'écho d'une berceuse que Claire Dupont de la Croix fredonnait pour sa fille. Quelque part entre le ciel et la terre, là où l'amour maternel veille pour toujours,